Bien, c'est un réel plaisir d'être devant vous, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas exprimé devant les gens physiquement. Donc j'espère que de l'autre côté de l'écran, ils m'entendent. L'alpinisme, c'est vraiment un fil conducteur depuis un certain nombre d'années sur mes travaux de recherche. Alors, je suis évidemment intéressé par la recherche fondamentale, mais quand cette recherche fondamentale arrive à être applicable pour le milieu des guides, des alpinistes, etc., ça me rend d'autant plus heureux, avec un patronyme comme celui-ci à Chamonix. Vous imaginez bien la relation qui existe avec la montagne. Alors, on va faire une petite intro, donc simplement pour vous signifier, mais ça, vous le savez déjà. La semaine prochaine, donc, on parlera davantage de glace. Jacques a dit qu'effectivement, on avait déjà un certain nombre de résultats sur les parois glaciaires, sur les faces nord. Et puis, on parlera aussi de quelque chose qui est assez novateur en termes de science. Ce sont les premiers résultats sur la stabilité des ponts de neige. Donc, je vous parlerai d'une manip qu'on a mise en place dans le massif du Mont-Blanc. Je m'excuse par avance d'être relativement Mont-Blanc centré dans la présentation, mais évidemment, l'essentiel de mes travaux en tant que chamoniard ont été faits juste au-dessus de la maison. Alors, en guise de rapide introduction, dans l'imaginaire populaire, c'est vrai que les Alpes renvoient assez classiquement à un milieu dangereux, un milieu où on a des catastrophes naturelles. On pense par exemple au Mont Granier, juste au-dessus de Chambéry, qui a fait parler de lui en 1248 et plus récemment avec 2 écroulements en janvier puis en mai-juin 2016. On a la neige qui pose problème. Quand on nous parle de la neige dans les médias, c'est soit à l'approche des vacances, soit parce qu'il y a eu une grosse avalanche avec des morts. Et c'est vrai que la littérature s'est souvent emparée de ces questions. La glace également, avec l'exemple ici local du glacier du Gietro et la catastrophe de 1818. Nouvelle catastrophe en 1865 avec le front qui s'est de nouveau réécroulé en amont du barrage en construction de Matmark, faisant un certain nombre de victimes. Les crevasses dont on parlera la semaine prochaine, cette idée de crevasse, moi je parle souvent du blanc sur du vide, ça c'est vraiment un sujet de recherche qui est émergent et pour lequel on a déjà des résultats, donc ça vaut le coup de vous les transmettre. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des formations à l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix pour les Italiens et je suis très content aujourd'hui de pouvoir m'adresser à des collègues suisses. Une montagne qui fait souvent l'actualité, de manière malheureusement très souvent négative, que ce soit du côté chamoniard, italien ou ici en Suisse. On a la nécessité, bien entendu, en tant que professionnel, mais également en tant que pratiquant, d'anticiper au maximum des risques qui sont à la fois des risques habituels, les avalanches, les crevasses, etc. Et puis tout un tas de risques qu'on va qualifier d'émergents à travers le réchauffement climatique qui tend non seulement à développer de nouveaux risques ou alors à intensifier des risques qui existaient déjà auparavant. Alors, qu'est-ce qui fait que les Alpes sont des secteurs qui sont très actifs du point de vue géomorphologique? Donc, la géomorphologie, géo, la terre, morpho, la forme, et logos, le discours. Donc, on est des spécialistes des reliefs et des processus qui interviennent dans l'évolution de ces reliefs. Eh bien, ce sont les fortes pentes, avec des volumes de relief qui tendent à faciliter la manifestation de processus géomorphologiques, la présence de glaciers, la présence de permafrost sur lequel on va s'appesantir ce soir, des extrêmes climatiques, des températures très froides, et puis des milieux où le réchauffement climatique est particulièrement accusé. Vous savez très certainement que le réchauffement climatique par chez nous est 2 à 3 fois plus rapide qu'à l'échelle globale, donc ce qui maximise évidemment les processus. Et puis des processus associés au gel-dégel à différentes échelles de temps, journalières, saisonnières. Et puis aujourd'hui, malheureusement, on dégèle des terrains qui sont gelés depuis plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années, d'où cette exacerbation des processus géomorphologiques. On reparlera tout à l'heure de l'Obergabellhorn, la semaine prochaine également. On reparlera également de la face nord des Drues. Tout ça dans ce contexte de changement climatique. Vous avez ici les températures à Annecy depuis les débuts des enregistrements en 1876. Et on voit qu'effectivement, depuis la toute fin des années 80, on est sur une dynamique d'accélération. Et tous les épisodes caniculaires qu'on connaît ces dernières années, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, ne font que confirmer cette tendance avec une forte accélération du retrait des glaciers et de la dégradation du réchauffement du permafrost. Voilà, ça c'était à titre
d'introduction. Et je vais maintenant en venir à ce qui nous intéresse ce soir, à savoir les parois rocheuses. Donc, changement climatique et risques en haute montagne, réduire les risques liés au changement climatique dans la pratique de la haute montagne, parois permafrost et risques émergents. Alors, moi, j'aime beaucoup me balader dans la salle quand je présente quelque chose. Là, je suis un peu condamné à rester devant mon ordi. Ça fait un peu scolaire, mais bon, on va quand même rester sur cette modalité de présentation. Alors, vous avez ici une jolie photo du haut du bassin du Géant, avec des conditions comme on aimerait encore en voir aujourd'hui. C'est une photo qui a déjà une quinzaine d'années et c'est des situations qu'on connaît malheureusement de moins en moins. Bon, là, il se trouve que l'enneigement est particulièrement favorable en ce mois de mai 2021, mais il suffit qu'il y ait 3-4 semaines de très chaud derrière pour que les bénéfices soient complètement rayés. Alors, ce dont on va parler, c'est évidemment des questions de stabilité, d'instabilité des parois rocheuses, avec l'exemple, la star suisse, c'est le Piscengalo, dans le canton des Grisons, qui, à la fin de l'été caniculaire 2017, a produit un énorme écroulement, alors à partir de 100 000 mètres cubes, compte tenu des interactions entre les particules qui se déplacent. On parle même d'avalanches rocheuses. Et là, on est bien au-dessus de 100 000 mètres cubes, puisqu'il s'agissait de 3,1 millions de mètres cubes. Vous avez tous entendu parler de ce phénomène. Si on a le temps tout à l'heure, on présentera quelques vidéos. Ce volume s'est écroulé sur un petit glacier. Ce glacier a été pulvérisé en quelques dixièmes de seconde. Ça a produit ensuite une espèce de coulée boueuse parce que toute la glace s'est transformée rapidement en eau, donnant lieu à une coulée boueuse qui a parcouru 6 km, au terme desquels, malheureusement, il y avait un village, le village de Bondo, qui heureusement avait été évacué puisque en 2011, il y avait déjà eu un événement d'1 million de mètres cubes autour de Noël. Et suite à ça, en fait, la paroi a été mise sous surveillance, ce qui a permis d'anticiper ce phénomène et d'évacuer le village avant qu'une centaine de bâtiments ne soient détruits ou largement endommagés par la coulée boueuse. Il s'agit à haute altitude de l'événement le plus important depuis 1717, ce qui donne une profondeur, une perspective historique assez intéressante et qui va se confirmer à travers d'autres exemples que je vais donner maintenant. On va se balader un petit peu. On va aller ici dans les Alpes de Nouvelle-Zélande avec en janvier 2013, donc c'est l'été là-bas à ce moment-là, on a entre 4 et 5 millions de mètres cubes de roches qui se sont déstabilisées du côté du mont Dixon, c'est juste à côté du mont Cook, le point culminant. Et vous voyez donc le dépôt de l'écroulement qui a parcouru quand même 4 km et qui est arrivé aux abords immédiats d'un refuge. Un refuge auquel on accède très régulièrement, notamment en fin de matinée, début d'après-midi. Et heureusement, ça s'est passé plus tard dans l'après-midi, quand tout le monde était déjà au refuge. Il s'agit dans ce secteur de l'écroulement le plus volumineux depuis 30 ans. Ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années, c'est justement au mont Cook, c'est-à-dire au niveau du point culminant. Plus localement, un cortège d'écroulements, d'éboulements rocheux. Je parle d'écroulements au-delà de 100 mètres cubes. En dessous, on va parler d'éboulements. Après, il s'agit juste de se mettre d'accord sur les termes. Donc là, on a autour de 3000 mètres cubes de roches qui sont tombées de la célèbre arête des cosmiques et de la très fréquentée arête des cosmiques le 22 août 2018. Un événement que Michel Piola avait pu prendre en photo. Un autre événement qui a donné lieu à une vraie prise de conscience, il y avait déjà eu une grosse prise de conscience quand même avec l'écroulement des Drues en juin 2005. Celui-ci a fait que renforcer cette prise de conscience avec le cas du Trident et la voile Épinay qui s'est écroulée alors même qu'on pensait que le rocher était d'une solidité à toute épreuve dans ce secteur-là. Et non, 44 000 mètres cubes se sont déstabilisés le 26 septembre 2018, encore une fois, à la fin d'un été caniculaire. On reviendra sur ces aspects-là, avec ici une prise de vue d'hélico le matin même, où on voit de la glace sale sur la quasi-totalité de la surface de ce qu'on appelle la cicatrice de l'écroulement, c'est-à-dire la zone de départ de l'événement. Du côté de Chamonix, avec un impact quasiment jusque dans la vallée, vous avez ici toujours en 2018, un petit peu plus tard dans l'automne, 24 novembre, l'événement de Tacona, on est toujours autour de 40-50 000 mètres cubes. Ça s'est produit en rive droite du glacier et ça a donné lieu à une belle avalanche, une avalanche
plutôt même une coulée boueuse, hein, parce que, encore une fois, le glacier a été raboté, et puis avec l'énergie que ce rabotage a, la glace se transforme rapidement en eau et donc produit une coulée boueuse qui a parcouru presque 2 km entre 2006 et 1500 mètres d'altitude, avec une dénivellation assez conséquente, une pente assez forte d'ailleurs, ce qui a donné ce dépassement du dépôt. Et voilà ce qu'on a au fond, donc entre le versant et la moraine datant du petit âge glaciaire, c'est-à-dire qui s'est formé il y a encore un siècle et demi. Et là, en fait, le front du dépôt s'est arrêté à 150 mètres de la construction d'une centrale hydroélectrique. Voilà, ça aurait pu être plus ou moins catastrophique. Il n'y avait personne qui travaillait à ce moment-là, mais le chantier aurait pu être dévasté. Après ces événements emblématiques, on a toute une série d'événements plus petits, mais tout aussi gênants pour la pratique de l'alpinisme et en particulier pour les guides. C'est tous les petits événements de quelques centaines de mètres cubes qui se produisent de manière de plus en plus fréquente depuis, je dirais, 20 à 30 ans. Et ça se confirme encore depuis 2003 et surtout depuis 2015 avec la multiplication d'événements caniculaires, comme on le disait tout à l'heure. Alors, des événements de quelques centaines de mètres cubes, quelques milliers de mètres cubes, on en a plein. Il y en a un qui est célèbre en 2003 pendant la canicule. C'est celui du Cervin, sur la voie normale d'ascension du Cervin, où on avait 70 alpinistes en amont qui avaient dû être évacués par hélicoptère. Et les médias, évidemment, s'en étaient fait largement l'écho. La Blanche de Péroc, ça s'était passé plus inaperçu. Parce qu'il y en avait tellement cette année-là, je pense qu'il y en a plein parmi vous qui grimpaient en 2003, on fréquentait tout simplement plus la haute montagne, puisque dans son ensemble, à partir d'une certaine altitude, elle s'écroulait. De la même manière, celui des Drues, dans la face ouest des Drues, on a 6000 mètres cubes qui sont tombés. Celui-là, on ne l'avait pas forcément en mémoire parce qu'il faisait partie d'un lot très, très conséquent de ces événements. Idem donc en 2015, je vous ai parlé de cette canicule qui a marqué elle aussi les esprits, avec des événements dans le couloir du Goûter, au Renon du Plan, dans la face nord de l'aiguille du Midi, à l'aiguille du Tacul, pour ce qui concerne le massif du Mont Blanc. Le premier objectif, en tant que chercheur, ça a été de dépasser ce listing, ce catalogue d'événements, pour apporter une preuve statistique de la multiplication de ces événements, c'est-à-dire est-ce que statistiquement, on a aujourd'hui plus d'événements de ce type-là que dans le passé, ou c'est simplement qu'aujourd'hui, on les enregistre mieux, on les observe mieux. Donc, pour répondre à cette première question, on est parti d'une paroi, on a dit qu'on y reviendrait, c'est la face ouest des Drues, c'est elle d'ailleurs qui m'a mis un peu le pied à l'étrier en termes de recherche. À cette époque-là, j'étais en licence et entre le 29 et le 30 juin 2005, un écroulement se produit. À l'époque, j'étais gardien du petit refuge derrière, le refuge de la Charpoix, que certains ont peut-être fréquenté. Et donc, 265 000 m3 de roches s'écroulent. Je voulais travailler sur les glaciers. Bon, voilà, je me suis mis à travailler évidemment sur ces aspects rocheux, d'autant que personne, ou quasiment dans les Alpes, ne s'y était intéressé. Alors, on a travaillé à partir d'une multitude de photos. On a récupéré des centaines de photographies de cette paroi, et c'est facile parce que, enfin, c'est relativement facile parce qu'elle est bien observable depuis Chamonix. Donc, on a regardé la situation avant 2005, c'est à gauche, et avant 2005, on voit déjà qu'il y avait une belle cicatrice d'écroulement, d'un écroulement qui était encore dans les mémoires. Il n'était pas très ancien, 97. D'ailleurs, Babanov avait tracé un itinéraire là-dedans juste après l'événement. Et en 2005, c'est tout le pilier Bonatti qui s'était écroulé. On a voulu savoir donc s'il y avait eu d'autres événements sur la période récente en utilisant les photographies. Et il se trouve que la photographie de montagne est née à la fin d'une période très particulière qu'on appelle le petit âge glaciaire, une période froide, entre les années 1250 et 1850. La fin est bien calée, le début est moins calé, sujet à discussion. Et donc, il se trouve qu'on a des bons clichés depuis cette époque-là. Et donc, en multipliant les photos, on arrive tout simplement à reconstituer l'évolution de par la couleur, de par la topographie de la paroi, jusqu'à obtenir une sorte de cartographie des cicatrices d'écroulement. Donc, on a un écroulement important dans les années 50, qui avait d'ailleurs posé problème à Bonatti, en 97, en 2003, en 2005, et puis quelques petites étoiles qui signifient des événements de plus petit volume. Et il manque ici un événement qui s'est produit en 2011, dont on reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Tout ça pour montrer qu'il y a effectivement une augmentation à la fois de la fréquence et du volume des écroulements. Mais bien sûr, un événement, ça ne suffit pas en science.
Donc, on s'est ensuite intéressé à l'ensemble du versant nord des aiguilles de Chamonix, avec donc cette photo des frères Bisson qui date encore une fois de la fin du petit âge glaciaire, la situation plus ou moins actuelle, où là on voit évidemment les changements concernant l'englacement, mais également des changements de topographie et de couleur, comme ici dans la face ouest de l'aiguille de Blétière. Et puis on a comme ça plusieurs dizaines d'événements répartis que l'on a précisément datés et quantifiés. Donc, on a jusqu'à la fin des années 2000 une réelle augmentation. Alors, cette étude a déjà quelques années. On pourrait faire un bâton pour les années 2010, mais là, il me faut plus que la diapo parce qu'on a une accélération qui est presque exponentielle quant à ces changements de physionomie des parois. On a fait un travail un petit peu similaire, mais à l'échelle des Alpes tout entières, où on a les mêmes dynamiques. On voit qu'il y a une décennie qui avait été déjà particulièrement favorable aux écroulements, c'est la décennie 40. Et puis là, depuis les années 90-2000, on voit qu'on a une forte accélération. La décennie 40 avait déjà été assez chaude et ça avait eu un impact sur les parois. Donc finalement, sur ces 150 dernières années, on a une fréquence des écroulements qui varie beaucoup, avec une relative stabilité entre la fin du petit âge glaciaire, c'est-à-dire entre les années 1850 et les années 1950, et une activité qui va s'intensifiant jusqu'à la période actuelle. Quel est le lien avec le réchauffement climatique? Eh bien, il est tout à fait clair, ce lien. Vous avez ici les températures, l'anomalie des températures moyennes annuelles à Chamonix, c'est la partie haute. La partie centrale, c'est les températures estivales à Chamonix, où on a effectivement une anomalie. Et puis les écroulements qu'on vient d'observer dans la partie basse. Et très clairement, quand il fait chaud, eh bien, ça s'écroule. Donc, une concomitance qui est forte entre ces événements rocheux et les périodes les plus chaudes. Donc, une conclusion, c'est que le facteur thermique, c'est que les fortes températures de l'air impliquent une augmentation à la fois de la fréquence et de l'intensité des éboulements, des écroulements rocheux depuis la fin du petit âge glaciaire, puisque les photos ne nous permettent pas de remonter au-delà de cette période. Pour essayer de remonter au-delà de cette période, Jacques a fait référence à quelques thèses que j'ai pu encadrer. Là, il y a eu un travail de Xavi Galache sur de la datation cosmogénique de parois rocheuses. C'est une méthode chimique, c'est-à-dire que le granit du massif du Mont Blanc, il a cette capacité au niveau du quartz d'enregistrer son temps d'exposition à la radiation solaire. Donc, il suffit de récupérer un morceau de granit dans des secteurs qu'on considère comme étant des cicatrices d'écroulement, un petit peu de chimie derrière, relativement compliquée, et on obtient une date, c'est le temps d'exposition de la paroi rocheuse au rayonnement cosmique, et donc ça revient à dater le dernier événement. Et là, on sait que sur la période Holocène, l'Holocène, c'est la période interglaciaire dans laquelle on est depuis à peu près 11 ou 12 000 ans, et durant cette période interglaciaire, il y a déjà eu des périodes relativement chaudes, avec une moindre accélération qu'aujourd'hui, mais ces périodes chaudes, comme le Moyen-Âge par exemple, ont déjà été des périodes très favorables, à l'occurrence, au développement d'écroulements rocheux. Donc, avec cette méthode, on valide l'hypothèse de la relation étroite entre le changement climatique, le réchauffement climatique et les écroulements au-delà des 150 dernières années. Deuxième objectif, il y a un mot qu'on entend de plus en plus parler, c'est la dégradation du permafrost, une expression qu'on connaît de mieux en mieux, qu'on entend dans les médias, etc. Eh bien, après avoir validé la relation avec le réchauffement climatique, il fallait encore démontrer que c'était bien le permafrost qui était en jeu. Alors ça, c'est une hypothèse qui est née en Suisse dans les années 70, mais qui avait jusque-là difficilement été validée, dans la mesure où, quand on a un événement rocheux qui se produit, un écroulement, un éboulement, c'est toujours très difficile de connaître les facteurs de déclenchement. Par contre, quand on multiplie les événements avec un catalogue de données conséquent, on arrive justement beaucoup mieux à identifier quels sont les facteurs déclencheurs de ces événements. Alors avant d'aller plus loin, puisqu'on parle de permafrost, on va quand même en profiter pour le définir. En tant que dans le monde académique, on aime bien définir ce dont on parle. Alors, le permafrost, c'est tous les matériaux rocheux, dont la température, rocheux ou pas d'ailleurs, tous les matériaux de la lithosphère dont la température reste inférieure ou égale à 0 degré pendant relativement longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un état thermique. Le permafrost, ça ne se voit pas, sauf si vous avez une caméra thermique à la place des yeux. Moi, j'en suis pas doté. Donc, le permafrost, ça ne se voit pas.
Par contre, on a quand même quelques indices en montagne de sa présence. Alors on a du permafrost dans deux types de contextes, dans les parois rocheuses et dans ce qu'on appelle des formations superficielles, éboulis, moraines, etc., tout ce qui est un petit peu meuble. Dans les formations superficielles, donc à gauche, vous avez ce qu'on appelle des glaciers rocheux. Des glaciers rocheux, c'est des éboulis dans lesquels il y a suffisamment de glace pour qu'on ait un déplacement. Ce n'est pas un déplacement très important, hein, c'est quelques dizaines de centimètres ou quelques mètres par an. Tu me dis si je dis des bêtises, parce que Manu est spécialiste de ces questions-là. Et dans les parois rocheuses, on a deux types d'indices, deux types d'indicateurs. Là, vous êtes dans la face nord de l'aiguille d'Argentière et vous avez ce qu'on appelle un glacier suspendu. Donc, un glacier suspendu, c'est un glacier dont la température est largement négative, moins 5, moins 10 degrés. Et à cette température, la glace, elle colle à la roche. Vous avez tous fait l'expérience l'hiver de prendre une broche à glace trop froide, ça colle à la main, ça colle aux lèvres. Et le glacier suspendu, il fait la même chose. Mais s'il reste suspendu, c'est parce que le rocher derrière est lui aussi à température négative, donc il y a du permafrost. Et puis, à gauche du glacier suspendu, vous avez ce qu'on appelle une couverture glacionivale, qui elle aussi témoigne de la présence de permafrost dans la paroi. Et là, je n'irai pas plus loin parce que j'en parlerai assez largement la semaine prochaine en espérant que vous soyez également présents. Alors, ce permafrost, vu qu'on ne le voit pas, c'est difficile de savoir où il est. On peut mettre évidemment des capteurs de température, mais on va du coup avoir une indication très locale. Sinon, il faut le modéliser. On va y revenir. Donc, on peut imaginer que dans le paysage, on a une limite très incertaine entre les températures plutôt négatives et les températures moyennes annuelles plutôt positives, donc là où on n'a pas de permafrost. Là, c'est vraiment à titre d'exemple parce que en fait, c'est tout autre que ce que j'indique sur la paroi. Dans tous les cas, évidemment, le permafrost, on le retrouve plus bas sur un versant nord que sur un versant sud, où on a un ensoleillement et un rayonnement qui est beaucoup plus important. Quand on parle de permafrost, il y a une courbe qui revient très souvent, qu'il s'agisse du permafrost de haute altitude comme chez nous ou de haute latitude comme en Sibérie par exemple. C'est une courbe triple, trois courbes finalement, qui représentent les températures minimales que l'on enregistre dans les terrains, les températures moyennes et les températures maximales. Donc on voit qu'ici, sur cet exemple, à partir de 55 mètres, les températures sont positives. Donc à partir de 55 mètres, on n'a plus de permafrost. Par contre, sous la surface, on a effectivement du permafrost parce que les températures moyennes sont négatives. Ce permafrost se développe ainsi. On voit qu'il y a une partie superficielle qui dégèle chaque année. C'est ce qu'on appelle la couche active, la couche donc qui se dégrade et qui passe à température positive chaque année. Malheureusement, vous l'imaginez bien, cette couche active a tendance à être de plus en plus profonde. Et la température moyenne annuelle qui ici est négative et qui justifie la présence, qui indique la présence de permafrost. Donc là, vous êtes à plat, mais on peut avoir exactement la même chose dans les parois rocheuses. Donc le permafrost, j'y tiens, c'est un état thermique. Le permafrost ne fond pas. C'est comme une pizza, on en parlait tout à l'heure avec Jacques. Une pizza ne fond pas, elle dégèle. Le permafrost, c'est pareil, comme c'est un état thermique, ça dégèle. On entend beaucoup dans les médias, le permafrost fond, c'est pas possible. La glace du permafrost peut fondre, mais le permafrost, lui, il se réchauffe ou il se dégrade, mais il ne fond pas. Mais la glace, donc, elle peut fondre. Et cette glace, justement, elle est attestée, on l'observe lors de la construction d'infrastructures. Ici, par exemple, c'est une photo en Suisse où il y a eu des excavations qui ont été faites pour la construction d'un téléphérique. Et donc, on voit cette glace dans les fissures. Ça, c'est la glace du permafrost. Alors, on ne peut pas dire, encore une fois, qu'on voit le permafrost. On voit juste l'effet du permafrost avec cette présence de glace. Par contre, cette glace, c'est elle qui a un rôle stabilisateur. Si vous prenez un bloc rocheux sec, sans eau, vous faites varier les températures, sauf si vous faites de grandes variations, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, à partir du moment où il y a de la glace dans les fissures, là, ça va avoir un effet géomorphologique, puisque cette glace assure un rôle de ciment. D'ailleurs, on parle de ciment de glace, de béton de glace dans certains cas. Et puis, on a montré déjà depuis un certain temps, vous avez ici des courbes qui datent de 73, on voit que quand on a de la glace dans les terrains, eh bien, il va y avoir une résistance à l'attraction qui va être bien moindre à partir du moment où cette glace a fondu. Et ça a été largement confirmé par d'autres études en laboratoire. Ici, un facteur de sécurité sur lequel je ne reviendrai pas. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit déjà qu'il y a une dégradation de ce facteur à température encore négative, moins 1, moins 2 degrés. Et ça, on y reviendra parce qu'on a observé à partir des données de terrain exactement la même chose. Il y a plein de processus physiques qui permettent de relier
le réchauffement du permafrost a des instabilités rocheuses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, Jacques va me dire que je suis beaucoup trop long. Et par contre, si au moment des questions, vous avez des choses qui vous titillent, n'hésitez pas à poser la question. Alors, comment valider le rôle du permafrost dans le déclenchement des écroulements? Je vous ai dit qu'il fallait au maximum avoir beaucoup d'événements sur lesquels réfléchir, parce qu'un seul événement, c'est souvent trop peu. Donc, en bon chamoniard, je me suis intéressé, encore une fois, à ce qu'il y avait juste au-dessus de ma tête. Je suis un peu feignant. Donc, j'ai mis en place, à partir de 2005, un réseau d'observation constitué de guides, de gardiens de refuge, de secouristes, etc. J'ai essayé de faire ça sur les 3 versants, en Italie, en France et en Suisse. Et je me suis vite dit qu'avec mes petites épaules, ce n'était pas suffisant. Je ne suffisais pas à faire ça. Du coup, mes plus plates excuses, parce que je me suis cantonné au versant français et au versant italien pour ça. Donc, on a mis en place ce réseau d'observation à partir de 2005. Il a été véritablement opérationnel qu'à partir de 2007, parce qu'il faut le temps que ça rentre dans les us et coutumes, en quelque sorte, que les guides aient le réflexe de m'appeler, de remplir une fiche, que les gardiens aussi aient ce réflexe, et même que les alpinistes l'aient également. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des posters dans les refuges, on a écrit des articles dans les revues syndicales notamment, on a mis en place un site internet pour favoriser cette communication sur les écroulements rocheux. Donc voilà, on s'intéresse à peu près aux 2/3 du massif, c'est-à-dire la partie française, la partie italienne. Dans la partie française, on laisse de côté quand même la partie savoyarde, où il faut bien l'admettre, il y a quand même moins de monde qu'ailleurs. Les données, évidemment, sont récupérées tout au long de l'année et vérifiées l'automne, c'est-à-dire en général après le moment le plus critique en termes de fréquence d'événements. On les complète éventuellement si on voit que des dépôts ne sont pas raccordés à des événements pour lesquels on a eu des informations. Et tout ça est traité dans un système d'information géographique. C'est un logiciel qui nous permet de regarder dans quelles orientations, quelles pentes ces écoulements se produisent. Alors, depuis 2014, on essaye quand même d'être un petit peu plus réactif par rapport aux nouvelles technologies, avec le développement des smartphones, des applications. Donc, on a mis en place dans un premier temps une application qui s'appelait Alperisk, puis une application qui s'appelait OpsAlp, et puis les applications, vous savez très bien que ça va très vite, il faut communiquer, etc. Ce n'est pas toujours évident de maintenir. Et donc maintenant, je vais m'adosser, et d'ailleurs c'était un de mes objectifs pendant ma période ici à Sion, de transférer ce qu'on avait dans Alperisk et OpsAlp dans une application plus globale sur l'approche des conditions de la montagne. Vous connaissez certainement Mountaineer. Et donc d'ici peu, la prochaine version aura un pan relatif à ces travaux-là. Alors, ici, quelques premiers résultats. Donc, vous avez plein de petits ronds ici qui correspondent à autant d'écroulements. Vous avez ici la période 2007-2011 avec 2003 en plus. 2003, le réseau d'observation n'était pas encore opérationnel. On a utilisé des photos satellites. Et en 2003, vous vous souvenez peut-être, en tout cas pour ceux qui sont au-delà de la quarantaine ou de la trentaine, en 2003, les glaciers étaient encore blancs. Et sur des glaciers blancs, les écroulements rocheux, les dépôts d'écroulements rocheux, on les voyait encore bien. Donc sur une image satellite, on a pu reconstituer comme ça tous les événements. C'est un travail que j'avais fait à l'occasion d'un postdoc ici en 2011. Donc chaque année, on a plusieurs dizaines d'événements qui se produisent dans le massif du Mont-Blanc, dans le secteur qu'on considère. Et l'objectif, évidemment, c'est de comparer avec les cartes de distribution du permafrost. Je vous ai dit que le permafrost, on pouvait localement en mesurer la température avec des petits capteurs de ce type-là. Si vous croisez ça en montagne, vous ne tirez pas trop dessus, ce n'est pas une bonne prise, ça ne tient pas forcément très bien. Par contre, nous, ça enregistre des données pendant parfois plusieurs années et ça nous permet à la fois de paramétrer nos modèles ou alors de vérifier les modèles. Vous avez ici un résultat sur le secteur des Drues et l'arête des flammes de pierre. Vous avez 3 types de permafrost. Là, ce n'est pas des températures, on a traduit ça sous une forme un petit peu différente. C'est ce qu'on appelle du permafrost continu. On est sûr qu'il y en a. Du permafrost discontinu, il y a des patchs qui potentiellement peuvent ne pas être gelés. Et du permafrost sporadique, là, au contraire, c'est quelques patchs qui sont, eux, gelés à des altitudes souvent inférieures aux 2 autres types de permafrost. Si on prend 2 étés caniculaires, 2003-2015,
et qu'on regarde comment se distribuent les écroulements au regard des températures moyennes annuelles du permafrost en surface, eh bien, on voit la même chose que ce qu'on a pu voir en laboratoire, c'est-à-dire que les écroulements ne se produisent pas exclusivement à 0 degré. On voit que les écroulements se produisent plutôt à -1, -2, -3 degrés. On voit qu'il y a très peu d'écroulements à température positive. Donc ça donne déjà du poids à notre hypothèse d'une relation entre la dégradation du permafrost et les écroulements. Et effectivement, mécaniquement, à des températures très légèrement négatives, la glace est déjà moins résistante. Donc, des écroulements peuvent se produire alors même qu'on n'est pas encore à 0 degré. Et ça, en termes de gestion de risque, c'est important à prendre en compte. Et on en parlera un petit peu plus loin. Actuellement, il n'y a qu'une seule carte qui permet d'avoir une idée très générale de la distribution du permafrost à l'échelle alpine. C'est la carte APIM, Alpine Permafrost Index Map. C'est une thèse qui avait été réalisée à l'université de Zurich et qui croise à la fois la distribution du permafrost dans les parois et dans les formations superficielles. C'est déjà un travail assez ancien qui a été largement amélioré, mais souvent localement. Donc, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de carte à l'échelle des Alpes tout entières qui pourrait être utilisée facilement pour savoir où là vous pratiquez, qu'en est-il de l'état thermique du permafrost. Bon, c'est un KMZ que vous pouvez regarder dans Google Earth et qui donne quand même un premier aperçu. Alors, à partir de tout ça, on a déjà en partie validé l'hypothèse de la relation entre les écroulements et le réchauffement du permafrost. Mais il y a encore plein d'éléments qui viennent compléter cette hypothèse, renforcer cette hypothèse. C'est par exemple l'altitude de déclenchement. Et ça, c'est pareil, c'est un élément qu'il est intéressant de garder en tête, notamment en période caniculaire. C'est que la tranche altitudinale la plus affectée est celle comprise entre 3002 et 3600 mètres d'altitude, ce qui correspond à ce qu'on appelle un permafrost tempéré. Et permafrost tempéré, c'est le permafrost qui est le plus proche de 0 degré. Globalement, soit très proche de 0 degré pour certaines définitions, soit entre -2 et 0 degré. En tout cas, on est proche du point de fusion. Voilà, donc éviter évidemment au maximum cette tranche altitudinale quand on est en période caniculaire. Plus les étés sont chauds, plus les écroulements se produisent haut en altitude. Vous avez ici la canicule de 2003 avec des écroulements qui se produisent en moyenne à 3400 mètres d'altitude, alors que sur des épisodes des étés plus frais, l'altitude moyenne sera 200 mètres plus basse. C'est pareil pour les altitudes maximales. En période caniculaire comme en 2015, on a vu des écroulements se produire au-delà de 4000 mètres d'altitude, à des altitudes où pourtant on se dirait que ça reste gelé en permanence et on n'aurait pas de souci. Malheureusement, non, même au-delà de 4000 mètres d'altitude, parfois ça tombe. Quelque chose qui vient encore renforcer notre hypothèse, c'est le fait qu'on observe souvent de la glace dans la cicatrice des écroulements ou alors de l'eau liquide qui coule. Cette eau liquide, c'est tout simplement en général de la glace qui vient de fondre. Quelques exemples ici à la volée. Là, c'est en 2005, dans la face ouest des Drues. L'écroulement de 2005, il s'est produit en 4 fois. Une première fois en fin de matinée, le 29 juin 2005, 2 fois en début d'après-midi, et finalement, de nuit, vers 3 heures du matin, c'est tout le sommet du pilier qui est tombé. Et l'après-midi, on pouvait voir une paroi largement humidifiée par l'eau qui coulait, alors même que ça faisait un petit moment que ça n'avait pas plu. Lors de l'écroulement de 2011, de la glace massive était observable dans la cicatrice de l'événement, un événement qui s'était produit par ici. Et puis, voilà, c'est comme tout à l'heure, je peux multiplier les exemples. Ici, avec l'éperon tournier dans la face nord de l'aiguille du Midi, ou en regardant la cicatrice aux jumelles, dans la partie haute notamment, on a pu voir de la glace très épaisse, très massive. Et là, on est allé avec un collègue que vous connaissez peut-être, François Palande, qui participe pas mal à mes travaux de recherche. On a eu le culot d'aller récupérer de la glace dans la cicatrice. Ce n'était pas un bon moment parce que la cicatrice était encore très active, mais au moins on a récupéré de la glace pour l'étudier du point de vue cristallographique, du point de vue de la taille, de la forme des cristaux, et également du point de vue de son âge. Et là, je vous donnerai quelques résultats juste après. Dans les résultats importants qui valident encore une fois la dégradation du permafrost comme étant le déclencheur majeur des écroulements, c'est le fait qu'on a des topographies beaucoup plus favorables au déclenchement des écroulements, et c'est justement des topographies qui sont également favorables
à la dégradation du permafrost, c'est tout ce qui est éperon, pilier, crête, où là, on a des flux de chaleur, souvent depuis plusieurs côtés, donc un permafrost qui se dégrade rapidement. Comme ici, dans la face ouest des Grands Charmoz, vous avez le pilier Carpentier qui a été gravi pour la première fois en 1981. Monsieur Carpentier avait dit que c'était le granit le plus solide, le plus beau du massif du Mont-Blanc. L'année suivante, en 82, il avait fait chaud et ça s'est écroulé. Ça, c'est toujours dans la face, dans le versant nord des aiguilles de Chamonix. Vous reconnaissez peut-être ici l'aiguille des Ciseaux et ici l'aiguille du Fou. Et bien entre les deux, jusque pendant la canicule de 2003, on avait un sommet qui s'est complètement écroulé, montrant encore une fois que ces arêtes sont souvent très affectées. Quand on regarde mathématiquement ce qui se passe dans nos parois, on arrive à ce type de courbe. Alors, elle n'est pas très funky et pas très sexy de premier abord, mais elle veut dire beaucoup de choses. Ça, c'est la fréquence cumulée des événements rocheux dans le massif du Mont-Blanc. Là, on en a pris 313 correspondant à un certain nombre d'années. Et vous avez en fait une courbe qui répond à une loi mathématique sur laquelle je ne rentrerai pas forcément en détail. La loi mathématique, en fait, c'est la droite. Alors, vous voyez que l'essentiel suit plus ou moins cette droite, mais que la droite s'écarte sur les petits volumes et plutôt la courbe s'écarte de la droite sur les petits volumes et sur les gros volumes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur les petits volumes qu'en fait, on en rate. On étudie les événements au-delà de 100 mètres cubes, mais 100 mètres cubes, quand ça se produit très haut sur une paroi rocheuse, les pierres se diffusent, partent dans tous les sens, et au final, sur le glacier, on n'a pas forcément d'éléments visibles. Donc, si ça se passe en pleine nuit, on peut tout à fait passer à côté de petits événements. Et quelque chose qui est plus gênant, c'est l'écartement de notre courbe par rapport à la droite sur les événements les plus importants. En fait, statistiquement, il y a plein de phénomènes naturels qui répondent à cette loi mathématique. Et sur les gros événements, on ne suit pas cette loi mathématique. Mais en fait, on sait que cette loi mathématique sera de toute façon suivie, y compris pour les gros événements. Donc, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que les gros événements ne se sont pas encore produits et on peut tout à fait attendre ces gros événements dans les prochaines années et prochaines décennies. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement mathématiquement de cette courbe-là. Alors, le permafrost, évidemment, est le phénomène majeur dans le déclenchement de ces événements, mais il y a d'autres éléments qui concourent à la dégradation du permafrost. C'est notamment le retrait des couvertures glacio-nivales, des manteaux neigeux à la surface des parois. Ici, vous reconnaissez la tour ronde, toujours dans le massif du Mont-Blanc, avec cette photo de Vittorio Sella en 1883. On a une face nord qui est couverte de manière continue de neige et de glace, et y compris du côté de la voie normale, on a une large couverture de neige. Si on zoome, on voit encore mieux les choses. Et c'est une paroi qu'on scanne régulièrement avec un appareil qu'on appelle un scanner laser. C'est un appareil qui balaye avec des rayons laser la paroi et qui nous permet d'obtenir une sorte de réalité virtuelle, une traduction en 3 dimensions de la paroi. Et ça, on peut reproduire ces acquisitions dans le temps de manière à comparer les modèles 3D dans le temps et voir ce qui évolue. Ça, c'est l'état actuel de la paroi. Donc, vous voyez déjà que tout ce qui est neige et glace, ça a complètement disparu. Et ça se traduit depuis un certain nombre d'années par une accélération de ces écroulements rocheux, de la quantité et du volume. Si on résume là pour quelques années, on ne voit pas, mais ça doit être entre 2011 et 2015. Regardez le nombre d'événements qui se produisent dans un secteur qui est très, très fréquenté, puisque c'est la voie normale de la tour ronde. Je suis sûr que 90% des gens ici dans cette salle qui ont fait cette voie normale, à la montée ou à la descente. Et en quelques étés, vous voyez le nombre d'événements qui peut se produire depuis 1 mètre cube. On n'a pas pris les toutes petites pierres jusqu'à 15 000 mètres cubes. 15 000 mètres cubes, c'est ce qui est tombé en août 2015, ici, dans ce secteur, un petit pilier qui, heureusement, n'était pas fréquenté au moment de l'événement. On observe aussi des choses intéressantes sur la comparaison de ces modèles 3D, comme ici, avec une sorte de petit pilier qui apparaît plus bleuté sur la gauche que sur la droite. Ça veut dire qu'en fait, entre les deux acquisitions, le pilier sur la gauche a commencé à basculer vers le glacier, du côté du col d'Entrèves, donc. Et ça a donné lieu effectivement à un écroulement qu'on a pu investiguer un peu plus en détail, notamment par rapport à la glace qui est présente. Donc, on a récupéré de la glace dans la face nord de l'aiguille du Midi, je vous en ai parlé tout à l'heure.
Et on a pu récupérer de la glace également dans cet événement qui s'est produit un petit peu plus tard en saison, novembre ou tout début décembre 2018. Et là, c'est la première photo que j'ai pu récupérer qui montrait qu'il y avait effectivement de la glace dans la paroi rocheuse. Et cette glace, donc, on l'a datée et on voit qu'ici, elle a entre presque 1000 ans et plus de 2000 ans. C'est intéressant de voir que là, la glace qui cimente nos montagnes, c'est une glace qui a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Dans le Trident du Tacul, on y est allé aussi dans des conditions de sécurité encore plus médiocres que sur les événements précédents. Et on a récupéré un échantillon, c'était déjà chaud, de 1500 ans. Et puis, dans la face nord de l'aiguille du Midi, on a 2 ou 3 dates. Il manque la troisième, avec ici de la glace qui a presque 3000 ans ou plus de 4000 ans. Donc, encore une fois, de la glace très ancienne qui cimente la montagne depuis très longtemps. Une glace qui n'a jamais dégelé depuis sa formation et qui, aujourd'hui, en dégelant, produit ce type d'événement. Alors, vous l'imaginez bien, hein, l'aiguille du Midi, pour moi, c'est un véritable laboratoire pour étudier le permafrost de parois. Hein. On a le permafrost des formations superficielles, le permafrost de parois. Donc, l'aiguille du Midi, entre le moment où je décide d'y aller et le moment où j'y suis, normalement, hors Covid, il se passe à peu près une demi-heure. Donc, c'est sûr que j'ai mis en place toutes les méthodes que je pouvais imaginer. Et notamment, en 2008-2009, on a fait 3 trous de 10 mètres, versant sud, versant nord et versant est. Et ça, dans ces trous de 10 mètres, on a mis en place des capteurs de température dans ces forages. Et ça, en fait, c'est des aplats de couleurs qui correspondent à des températures. Vous avez plus 20, moins 20. Et on voit qu'on a des températures positives, c'est celles qui apparaissent en couleur chaude, qui pénètrent saisonnièrement dans les terrains jusqu'à une certaine profondeur, ce qui revient en fait à mesurer l'épaisseur de ce qu'on a appelé la couche active, la couche qui dégèle chaque année. On voit que globalement, elle s'approfondit. Et on voit également qu'en dessous de la couche active, en dessous de ce qui dégèle, les températures se réchauffent aussi. Et à 10 mètres de profondeur, si on fait le bilan sur plusieurs années, eh bien ce bilan, il est celui-ci. Vous avez ici les températures en face sud en haut, en face est et en face nord. La face nord est évidemment la plus froide. Et on voit qu'on a quand même une variabilité assez importante entre les périodes chaudes et les périodes froides. Mais si vous regardez en détail, il y a quelque chose de surprenant, c'est que les températures maximales à 10 mètres de profondeur, en fait, on ne les a pas l'été comme on pourrait l'attendre, on les a en début d'hiver. On les a en début d'hiver et ça explique pas mal de choses, puisque la fréquence maximale des événements, quelques centaines, quelques milliers de mètres cubes, on l'a effectivement en plein été quand il fait chaud. Par contre, les événements plus gros, qui sont en moindre nombre, eux, on les a plutôt en fin d'été, l'automne, voire même en début d'hiver. Et en fait, c'est parce que la température, la chaleur continue à pénétrer dans les parois, alors même que ça a déjà regelé en surface. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très agréable à entendre, parce que en termes de sécurité, on se dit l'automne, ça a regelé, c'est tout bon. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'événements, mais par contre, c'est des événements souvent beaucoup plus volumineux. Si on se projette un peu dans l'avenir, ça c'est un travail qui a été fait, alors ce n'est pas Mouret et al. 2018, pour le coup il y a une petite erreur, c'est un travail qui a été fait avec ma collègue Florence Magnien qui modélise la distribution du permafrost. Vous avez l'aiguille des Grands Montets à gauche, l'aiguille du Midi au milieu et le grand pilier d'angle sur le versant italien du massif du Mont-Blanc à droite, avec des altitudes qui sont tout à fait différentes, entre 3003 et 4400 mètres d'altitude. En haut, c'est la situation à la fin du petit âge glaciaire. Les couleurs sont froides, les températures sont bien froides partout, pas de problème. 2015, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui, on voit qu'ensuite, ça a déjà pas mal évolué pour les températures les plus basses, c'est-à-dire au Grand Montet, mais également sur la face sud de l'aiguille du Midi. Et si on se projette maintenant à l'échelle de la fin du siècle, avec un scénario d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut qualifier de très négatif, mais qui malheureusement va certainement correspondre à ce qu'on va observer dans les Alpes, puisque ça se réchauffe justement 2 à 3 fois plus vite, eh bien on voit que l'aiguille des Grands Montets a complètement dégelé, l'aiguille du Midi aura complètement dégelé également, et il faudra monter au-delà de 4000 mètres d'altitude pour retrouver du permafrost, et encore un permafrost déjà bien dégradé.
On mesure également l'ouverture des fractures pour savoir comment ça se passe. Il se trouve que les fractures ont une certaine respiration à l'échelle de l'année qu'on observe sur cette figure. Donc pour l'extensomètre que l'on a ici, en photo en haut à gauche, vous avez une ouverture qui se fait plutôt l'hiver quand la glace se forme et une fermeture plutôt l'été. Et puis des fois, comme en juillet 2015, juillet-août 2015, canicule, eh bien, vous voyez une sorte de shift, un petit changement dans les ouvertures. Ça, c'est l'idée de l'escalier. C'est-à-dire qu'un écroulement ne se produit pas du jour au lendemain. Il est souvent préparé par une multitude d'événements, des canicules, des séismes, etc. Et ensuite, c'est la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va déclencher l'événement, souvent une période très chaude. Alors, quand on est pratiquant de la haute montagne, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces informations? Eh bien, s'il y a quelque chose d'important à retenir pour les pratiquants, pour les guides que vous êtes, ce sont des indices qu'on a pu récupérer au fur et à mesure de nos travaux. Alors, c'est des indices qui vont certainement vous parler. Ils n'auraient pas parlé du tout d'anciens guides qui ont pu pratiquer dans les années 60, 70, 80. C'est le cas de mon père, par exemple. Lui, ces indices, il ne les a jamais repérés, sauf à la fin de sa carrière. Et ça vaut le coup quand même de les avoir en tête. Première chose, c'est l'ouverture progressive ou soudaine de fissures. Alors, cette ouverture, elle peut se faire sur plusieurs années, sur une saison ou alors sur une semaine. Imaginez, vous avez l'habitude de mettre un frein numéro 3 et puis à un moment, il faut un 4,5. Là, c'est qu'il s'est produit quelque chose. De la même manière, avant l'écroulement des drues, il y a des guides qui m'expliquaient, au début, il y a des fissures, on pouvait mettre la main comme ça, puis la main comme ça, puis ensuite le pied. Ça veut dire que progressivement, en fait, le pilier, il faisait le bilan de tout ce qui s'était passé sur une longue période. Et en juin 2005, il y a eu un peu le coup de grâce déclenchant l'événement. On entend de plus en plus ce qu'on qualifie souvent de bruit d'estomac. Quand vous avez très faim, l'estomac, des fois, il fait un petit peu de bruit. Eh bien, dans les fissures, quand on commence à entendre ce type de bruit, là, on ne se pose pas trop de questions. On descend en rappel le plus rapidement possible. De la même manière, on entend des circulations d'eau. Ça, c'est justement les bruits d'estomac. Ou alors, on entend du gravier, du sable qui se casse la figure dans les fissures. Ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises et c'est vraiment un son qui est très, très désagréable parce que ça veut tout simplement dire que la glace qui comportait ces graviers, ce sable, est en train de dégeler et que potentiellement, ça peut annoncer quelque chose de grave. Du rocher qui grince, alors ça, c'est encore pire. Du rocher qui grince, c'est du rocher qui travaille et qui est susceptible de produire un événement à court terme. Regardez également bien la fréquence des chutes de pierre. Par exemple, une paroi que vous connaissez bien, où il ne se passe jamais rien, vous commencez à avoir quelques impacts sur le glacier avec des cailloux qui commencent à tomber, ça matérialise, ça indique, ça montre qu'il y a des changements mécaniques qui se produisent dans la paroi auxquels il faut être très, très attentif. Donc, voilà un certain nombre d'indices qui vaut le coup d'être gardés en tête pour, si on est confronté à ça, partir au plus vite. Quasiment sur tous les gros événements dont je vous ai parlé, un ou plusieurs de ces indices étaient à chaque fois présents. Au Trident du Tacul, par exemple, il y en a qui grimpaient encore la veille. Ils ont entendu les circulations d'eau, ils ont entendu le rocher qui grince, ils ont entendu les graviers circuler dans les parois rocheuses, dans la paroi. Il y en a certains, justement, qui sont descendus très rapidement en rappel et ils ont eu la réponse ad hoc par rapport à la problématique. On termine sur un aspect bien particulier qui va permettre d'élargir un petit peu le propos. Et là, je vais laisser la place à Jacques, qui va très certainement faire une présentation spécifique dans quelques mois sur ces questions-là. Mais là, je voudrais quand même que vous repartiez avec quelques mots sur cette très intéressante étude. Je te laisse la place, Jacques, quelques minutes. Combien de temps ? 5 minutes. 3 ans de thèse, 5 minutes, sympa. Alors, pendant ma thèse, j'ai fait plus qu'étudier la fonte des pizzas. L'idée, c'était de voir à quel point l'évolution des milieux de haute montagne à cause du changement climatique affecte les itinéraires de l'alpinisme et leurs conditions de fréquentation. Et disons, l'étude phare que j'ai menée, c'est donc sur le topo guide de Gaston Rébuffat de 1973, donc le massif du Mont Blanc, les 100 plus belles courses. Et on a comparé l'état de ces courses, donc telles que décrites dans le topo donc dans les années 70,
avec leur état sur la période actuelle. C'est un travail qu'on a principalement mené via des entretiens avec des guides, des gardiens, des secouristes, des alpinistes amateurs, etc., qui nous a permis, dans un premier temps, de dresser la liste de tous les processus qui affectent les itinéraires d'alpinisme. Donc, on en a listé 25. Les principaux, c'est la fonte des glaciers et l'apparition de substratum rocheux, des crevasses et des rimets qui sont globalement plus visibles ou plus ouvertes, principalement en lien avec la diminution de l'enneigement hivernal. Et puis j'ai oublié le troisième. Comme quoi, des fois, on a des trous. Des crevasses et et des glaciers qui sont dans certains secteurs, qui ont tendance à devenir plus raides dans certains secteurs. Ensuite, pour chacun des 95 itinéraires qu'on a étudiés, on a dressé la liste de tous les processus qui affectent chacun d'eux. Donc, en moyenne, chacun des itinéraires est affecté par 9 processus liés au changement climatique différents. Donc, autrement dit, un alpiniste qui veut fréquenter un de ces itinéraires doit en moyenne prendre en compte et potentiellement adapter son comportement à 9 processus liés au changement climatique différents. Ce qui nous a amené du coup à la dernière phase de ce travail, qui était de voir à quel point chacun des itinéraires est vraiment affecté, modifié pour la pratique de l'alpinisme. Donc, quelle est son évolution technique, quelle est son évolution de dangerosité et de saisonnalité. Donc, quand est-ce qu'il est en bonne condition pour être fréquenté par un alpiniste. Ce qui nous a amené à la petite échelle de modification que vous avez là. Donc, en gros, au niveau 0, ce sont des itinéraires qui ne sont pas du tout affectés par des processus liés au changement climatique. Donc, il y en a 2 sur 95. Niveau 1, ce sont des voies qui sont modérément affectées, c'est-à-dire que des processus liés au changement climatique affectent ces voies, mais n'en modifient pas ou très peu les conditions de fréquentation, donc technicité, dangerosité et saisonnalité. Ensuite, niveau 2, ce sont des voies qui sont modérément affectées, c'est-à-dire que là, les processus liés au changement climatique qui les affectent entraînent une augmentation de leur difficulté technique, dangerosité, saisonnalité, et ils sont potentiellement infréquentables pendant certaines périodes de l'été, notamment pendant des périodes caniculaires. Et puis, donc, au niveau 3, ce sont des voies qui ne sont plus fréquentables pendant la période estivale, soit parce que beaucoup trop dangereuses, soit techniquement beaucoup trop difficiles. Il y en a 26 sur les 95 qu'on a étudiés. Et puis, pour finir, donc, il y a 3 itinéraires qui ont disparu. Donc, la face ouest des Drues, la voie L'Épinay au Trident du Tacu, et puis l'école de glace du glacier des Bossons, suite au retrait du front du glacier. Autrement dit, sur les 95 itinéraires étudiés, on a montré qu'il y en a le tiers qui ne sont plus fréquentables pendant la période estivale à cause des effets du changement climatique, et que dans l'ensemble, les 25 processus qu'on a identifiés tendent à les rendre plus difficiles techniquement, plus dangereux, et les amènent à être en bonne condition pour être fréquentés par un alpiniste en début et en fin de saison, et de moins en moins, enfin en tout cas de manière plus aléatoire pendant la période estivale. Alors, le Valais fait effectivement face à la même dynamique, mais disons que jusqu'à maintenant, on n'avait pas étudié ce territoire d'une manière aussi précise que le massif du Mont-Blanc. C'est pour ça que je suis ici au CIRM. Donc, vous avez ici l'exemple de la face nord du Mont-Blanc de Châlons, où on voit très bien donc, la fonte progressive de la couverture glacio-nivale. Donc là, l'objectif, c'est en reprenant les processus qu'on a identifiés dans le massif du Mont-Blanc, on a dressé une liste de figurés. Et ensuite, moi, j'utilise ces figurés pour lors d'entretiens avec des guides, donc certains sont dans la visio ou dans la salle. J'ai commencé à ébaucher des cartes de ces modifications qu'ensuite on cartographie sous SIG. Donc, vous avez ici l'exemple, donc face nord du Mont Blanc de Châlons avec la cabane des 10, qui vous représente la fonte du glacier, la croissance de la couverture détritique, donc la couverture de rochers à la surface du glacier, des bédières qui n'existaient pas, fonte de la couverture glacio-nivale, des chutes de pierre, enfin bon, etc., etc. Donc cette carte, je vais d'ailleurs embêter un certain d'entre vous pour la valider dans les prochaines semaines lors d'une nouvelle phase d'entretien. Donc elle est en train d'être finalisée pour les Alpes valaisannes. L'idée de cette carte, c'est qu'elle facilite grandement pour nous l'acquisition, l'analyse des données, et elle facilite aussi la diffusion des informations qu'on a acquises au grand public, dans le sens où si je vous sortais là le tableau qu'on a pour le massif du Mont-Blanc, vous n'auriez aucune envie de le lire, alors qu'une carte, surtout topo, on en a l'habitude, donc c'est un peu plus facile. Donc l'idée, c'est aussi de favoriser l'adaptation des alpinistes à ces nouveaux risques. Ce qui m'amène justement à la deuxième phase de mon travail, je fais vite,
qui était de voir comment les guides de haute montagne sont affectés par ces modifications et comment est-ce qu'ils s'adaptent en conséquence. Donc, c'est un travail qu'on a mené avec les guides français. Alors, je vous passe un peu la méthodo, etc. L'idée, c'est que 97% des guides français adaptent aujourd'hui la manière qu'ils ont de pratiquer leur métier aux effets du changement climatique. Ça passe par 5 stratégies principales. Le changement de saisonnalité, le changement des activités pratiquées en priorité. Et ensuite, on a montré que cette adaptation, elle est considérée comme difficile pour une moitié, facile pour une moitié de guides et pour difficile pour 47% des guides. Donc nous, notre objectif, ça a été de voir, je regarde si non. Donc ça a été de voir quels sont les guides qui rentrent dans chacune de ces catégories. Alors vous avez de la chance, Ludo vous a passé un tableau un petit peu horrible à regarder. L'idée, ce qu'on a montré, c'est que les guides qui considèrent leur adaptation comme facile sont des guides qui n'essaient pas de maintenir leur activité sur l'alpinisme estival. Ils se diversifient vers des activités qui ne se pratiquent pas en haute montagne, principalement l'escalade, le VTT, la via ferrata et le canyoning. À l'inverse, les guides qui estiment, encore une fois, c'est une estimation personnelle, qui estiment que leur adaptation est la plus difficile, qui sont d'ailleurs aussi les guides qui estiment avoir plus de difficultés économiques et prendre plus de risques à cause des effets du changement climatique, mais ce sont des guides qui essayent de maintenir leur activité sur l'alpinisme estival. Ce qui pose du coup des questions de motivation, d'évolution du métier, de prise de risque, etc., etc. Mon objectif maintenant, étant en Valais, c'est de faire la même chose avec les guides suisses. À nouveau, je vais sûrement en inviter un certain nombre d'entre vous pour acquérir de la donnée sur cette thématique. Je te relance. Alors, je vais terminer sur un aspect un petit peu familial. Je profite de cette présentation en Suisse. Là, vous avez 2 guides. Il y a Melchior Anderegg que vous reconnaissez. Et l'autre, peut-être que parmi vous, il y en a qui le connaissent, c'est mon père qui est décédé aujourd'hui, Gilles Ravanel. Et pendant à peu près 50 ans, a trôné dans la maison familiale un portrait, le portrait de Melchior. Et ce portrait, j'aimerais pas qu'il disparaisse. Et je voudrais que, je crois reconnaître Pierre ici dans la salle, j'aimerais bien qu'on en fasse quelque chose et qu'il revienne chez vous. Il est d'une très belle facture. Et voilà, il a trôné pendant 50 ans dans la maison familiale. Donc, ça me ferait plaisir qu'il revienne côté suisse. C'est Annie Godard. Ça fait donc une bonne 50aine d'années que ça a été réalisé. Et je trouve que par rapport à ce qu'on a en termes de portrait de Melchior, celui-ci vaut des points. Donc, je vous propose de vous le céder avec grand plaisir. Il faut un bel avenir. Voilà, merci pour votre attention. Et puis maintenant, s'il y a des questions, ce sera avec grand plaisir.